effectivement, il me revient d'évoquer la dimension sonore de la chapelle royale. Après toutes ces belles communications sur les vitraux, les sculptures, les textiles qui ornent ce monument. Et cet orgue de l'entreprise Cavaillé-Coll. Une facture que j'ai le plaisir de côtoyer à Royaumont, puisque à la Fondation Royaumont, nous abritons un orgue historique de 1864 qui est installé ici depuis 1936 dans le réfectoire des moines de l'abbaye, restauré en 2010. Donc un instrument de 20 ans exactement, plus jeune que celui de la chapelle royale de Dreux, mais également quasiment contemporain de l'orgue Cavaillé-Coll de l'église Saint-Pierre de Dreux, qui vous voyez ici dans ce magnifique buffet polychrome qui, lui, date de 1614, puisqu'il abritait à l'origine un instrument du facteur installé à Rouen, Crespin-Carlier, instrument modifié très largement au XVIIIe siècle, en 1751 exactement, par Louis-Alexandre Clicquot, puis également, à nouveau, transformé en 1867-68 par Aristide Cavaillé-Coll. Donc Dreux peut s'enorgueillir de posséder deux instruments historiques de Cavaillé-Coll, et c'est très intéressant puisque ce sont deux instruments qui ont 20 ans d'écart, qui témoignent de presque deux écoles de factures différentes, deux esthétiques différentes. Et cela est tout à fait intéressant, mais je vais bien sûr aujourd'hui me concentrer sur l'orgue de la chapelle royale de Dreux. Parler de l'orgue de la chapelle royale, ici, devant vous, c'est d'abord reconnaître tout ce que l'on doit à monsieur Didier de Crête, qui a consacré en 1984 la monographie, la seule monographie à ma connaissance éditée aujourd'hui, sur l'orgue, le grand orgue historique de la chapelle royale, une brochure très riche qui avait été éditée par les soins de l'association Aristide Cavaillé-Coll au titre des numéros 27 et 28 de la flûte harmonique, donc le bulletin de la publication de cette association très active à l'époque, et qui constitue donc la source de beaucoup d'informations sur cet instrument encore aujourd'hui. Nous aurons le plaisir d'entendre monsieur de Crête en fin de journée, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à le saluer ici et de saluer son travail très utile pour la communauté artistique et scientifique. Arrivé sur le sommet du plateau qui domine la ville de Dreux, on monte par un vaste perron de 12 marches au sol de la chapelle. La porte, richement sculptée en bois et bronze, est divisée en compartiments de forme gothique, au centre desquels sont représentés les 12 apôtres sculptés par M. Liénard. Un bel orgue, ouvrage de messieurs Cavaillé-Coll père et fils, plus remarquable par la recherche de son mécanisme que par sa grandeur, est habilement établi dans le tympan de la voûte au-dessus de la grande porte d'entrée. Cet instrument d'une perfection reconnue ajoute beaucoup, par ses mélodieux accords, à l'éclat des solennités auxquelles l'Église est consacrée. Alors, beaucoup de choses sont dites en ces quelques lignes sur l'orgue Cavaillé-Coll de la chapelle royale, qui s'inscrit, vous le voyez, et c'est remarqué, pleinement dans l'architecture du sanctuaire. Après avoir gravi les marches du perron, qui conduit donc au portail central, on ne le remarque pas, mais la tourelle de gauche est occupée par l'escalier qui conduit justement à la tribune de l'orgue. Le visiteur franchit l'imposante porte où sont groupés les 12 apôtres qui paraissent se tenir sur son chemin, comme pour l'inviter à la prière, franchissant la porte du ciel. Une fois qu'il a pénétré dans le sanctuaire, son regard, peut-être pas tout de suite, mais progressivement son regard s'élève vers le médaillon de Saint-Louis au sommet de la voûte, puis découvre au-dessus de la porte ce bel orgue, inscrit ingénieusement dans le tympan de la voûte, à 7 mètres au-dessus du sol, environné, comme le rappelait hier Sophie Dérault, de trophées de musique. Donc l'orgue accompagne en quelque sorte l'entrée du visiteur, concourt à la solennité et au recueillement qui règnent dans ces lieux, en même temps qu'il établit une certaine forme d'intimité avec lui par la relative modestie de ses dimensions, nous y reviendrons. Dès 1847, on remarque la recherche de la mécanique de cet instrument, marque de la perfection reconnue de son facteur Aristide Cavaillé-Coll.
Établie à Toulouse depuis les années 1770, la famille Cavaillé avait depuis plusieurs générations déjà construit des orgues dans tout le midi de la France et jusque dans la péninsule ibérique. Mais ce sont surtout Dominique Hyacinthe Cavaillé, que vous voyez en haut de l'image, né à Toulouse en 1771 et qui mourra à Paris en 1865, et ses deux fils, Vincent, à gauche de l'image, né en 1808 et mort en 1886, et surtout Aristide, avec son petit bonnet, né en 1811 et mort en 1899, qui, par leur œuvre abondante, innovatrice et esthétiquement équilibrée, devaient marquer tout le XIXe siècle, portant la facture d'orgue au rang d'art moderne. Et c'est en particulier le parcours d'Aristide qui témoigne du développement que la famille s'était donné et avait énoncé dès 1839. La facture d'orgue n'est en effet pour eux ni un métier, encore moins une routine. C'est un art où les études théoriques tendent sans cesse à se perfectionner par la pratique. L'extension qu'ils ont donnée à leurs ateliers, l'établissement des diverses machines qu'ont nécessité les grands travaux, les ont mis en mesure de répondre à plusieurs commandes à la fois, à exécuter dans les plus brefs délais possibles l'œuvre la plus attendue. Si bien que le plus modeste des instruments d'Aristide Cavaillé-Coll montre le même soin, la même homogénéité de conception que les plus grands. Et nous en avons un très bel exemple avec l'orgue de la Chapelle Royale, dont ces dimensions ne sont pas comparables avec d'imposants instruments construits peu avant, mais qui n'ont rien à leur envier par sa qualité. Je pense à l'orgue de Notre-Dame de Lorette, qui avait été inauguré en 1838, mais surtout à la commande décisive de l'orgue de Saint-Denis de 1841, enfin achevé en 1841. Je ne reviendrai pas ici sur les conditions dans lesquelles Aristide Cavaillé-Coll avait remporté sur ses concurrents John Abbé, Louis Calinet, Louis-Paul Dallery et Pierre Érard, ce concours, cette prestigieuse commande, monumentale commande de l'orgue de Saint-Denis à l'issue d'un concours lancé dès 1833 par Thiers et arbitré par une commission formée de membres de l'Institut. À l'issue d'un chantier de construction de plus de 7 ans, de 1834 à 1841, Aristide Cavaillé-Coll avait pu s'enorgueillir d'avoir réalisé l'instrument le plus considérable qu'il y eût jusque-là en France. Mais naturellement, pour le facteur, cet instrument devait installés dans la basilique royale de Saint-Denis, revêtaient une valeur toute particulière. Conscients des qualités de leurs travaux, et les facteurs vont transformer l'événement qui a constitué donc la réception de cet instrument en une campagne publicitaire sans précédent, on peut dire, afin d'imposer leur facture comme la principale maison d'orgue française. Une fois l'instrument achevé, effectivement, les cavaliers n'hésiteront pas à le faire jouer, à le faire visiter à grand renfort d'articles de presse et de courriers adressés au monde musical, mais aussi au cercle du pouvoir. Et le dernier lot de courrier daté du 18 septembre 1941, c'est-à-dire 4 jours avant l'inauguration officielle de l'instrument, est justement adressé à différents membres de l'entourage de la famille royale et de la Légion d'honneur. La construction des grandes orgues de Saint-Denis consacre véritablement la réussite et l'ascension de Cavaillé. Et s'il convient de ne pas chercher à comparer dans ses dimensions l'instrument de la nécropole des rois de France à celui du Saint-Louis de famille, pour reprendre l'expression du comte de Montalivet à propos de Dreux, l'édification pleinement réussie du grand orgue de la basilique royale constitua sans doute un précédent décisif pour la commande drouaise. C'est justement à l'instrument de Saint-Denis que la presse fait explicitement référence lorsqu'elle annonce au cours de l'été 1844 la commande pour la chapelle royale. Le roi vient de commander un orgue pour la chapelle royale de Dreux à messieurs Cavaillé-Coll, les habiles facteurs de l'orgue de la basilique de Saint-Denis qui ont obtenu la médaille d'or à l'exposition. L'exposition, c'est l'exposition des produits de l'industrie française qui s'était tenue entre le 1er mai et le 29 juin 1844 sur les Champs-Élysées à Paris et qui avait en effet achevé de couronner les Cavaillé-Coll et marqué leur ascendance sur leurs concurrents directs, les Doblaine-Calinet. La médaille d'or qui leur fut alors décernée récompensait leurs efforts constants, ce qui les avait conduits de perfectionnement en perfectionnement au plus haut point auquel semblait que l'orgue puisse jamais arriver. Dans une des vastes salles du Palais de l'Industrie, les Cavaillés avaient, entre autres, présenté un magnifique, je cite, instrument qu'ils avaient été appelés à confectionner pour l'église royale de Saint-Denis et qui, malgré sa dimension moindre, en possédait
toutes les admirables qualités. Jamais depuis ce dernier, la douceur, la majesté, la puissance de son, la facilité et la légèreté du clavier n'avaient obtenu dans les orgues d'aussi magnifiques résultats. C'est ce que l'on lit dans l'Industrie, cet ouvrage publié en accompagnement de l'exposition en 1944 au chapitre des grandes orgues d'église. Et ce sont ces mêmes qualités techniques et sonores que l'on reconnaîtra à l'orgue de Dreux, qui fut le premier instrument pour lequel les facteurs purent légitimement apposer sur la plaque d'adresse, au-dessus des claviers, leur qualité de facteur du roi. Il est fort probable que les cavaliers aient pu compter, s'il en était besoin pour cette commande de Dreux, sur l'appui de leur ami, le compositeur Sigismund Neukomm, né à Salzbourg en 1778 et qui mourra à Paris 80 ans plus tard, en 1858. Cet élève de Haydn, aujourd'hui un peu oublié malheureusement, avait fait entendre sa musique sur les 3 continents. Effectivement, il avait fait ses premiers voyages au service de la musique, d'abord au service en Russie, où il était devenu directeur de l'opéra du théâtre allemand de Saint-Pétersbourg. Puis quelques années plus tard, il était parti au Brésil, attaché à la cour portugaise qui fuyait Napoléon, et enfin en Europe, plus particulièrement en France, où il fut reçu en 1822 par la princesse de Vaudémont, qui le présenta au duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe. Je fus accueilli, dit-il, avec autant de bienveillance par toute cette noble famille, comme si on avait été un des membres de leur cercle intime. Madame Adélaïde, sœur du duc, fut pour moi une véritable protectrice. Son Altesse royale était douée des dispositions les plus heureuses qu'elle avait cultivées et augmentées à l'école du malheur pendant l'exil à l'étranger. Elle possédait un véritable talent d'artiste sur la harpe. J'avais l'honneur de dîner régulièrement 2 ou 3 fois par semaine à la table du duc et j'accompagnais son Altesse, Madame Adélaïde, soit avant, soit après le dîner, sur le piano ou l'orgue expressif. Alors, bien qu'ayant travaillé pendant 20 ans au service du prince de Talleyrand, Neukomm est resté un familier de la famille royale et c'est à lui, en 1844, que l'on passa commande d'une messe de requiem composée pour la chapelle royale de Dreux, pour 4 voix d'hommes, avec ou sans instrument. Et M. de Crête me disait que vous pourrez entendre cette œuvre, je crois, à l'automne prochain. Cette œuvre est intéressante parce que, non seulement musicalement, vous vous en rendrez compte par vous-même, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans un paysage assez rare à cette époque de commande royale en matière musicale, et particulièrement dans le répertoire sacré. Elle a été voulue expressément pour célébrer en la chapelle royale le triste anniversaire de la disparition du duc en 1844. Et elle fait donc figure d'exception et elle s'inscrit dans l'émergence d'un renouveau pour le chant grégorien, auquel donc les célébrations de la mémoire du prince contribuent. Et sans doute que ce renouveau, ce goût pour le chant grégorien, l'antique chant grégorien, est à mettre en rapport avec ce goût néo-gothique que l'on a plusieurs fois relevé au cours de ces journées. Donc, ami de la famille royale, Neukomm était également très familier des cavaliers. C'est d'ailleurs sous ses doigts que fut inaugurée l'orgue de l'église luthérienne des Billettes à Paris le 4 mai 1842. Sous ses doigts, Neukomm a déployé tour à tour la mélodie coquette, suave de ses flûtes, l'énergie foudroyante de ses bombardes et de ses clairons. L'organiste a donné 4 improvisations de divers caractères et s'est toujours montré compositeur profond, d'une grande habileté pour tirer parti de toutes les richesses de ce trésor d'harmonie. M. Neukomm a de nouveau justifié sa renommée européenne. Renommée européenne qu'il devait mettre au service directement d'Aristide Cavaillé-Coll, puisqu'Aristide va entreprendre un voyage en Europe, et particulièrement en Allemagne plutôt, en 1844. Et c'est sur la recommandation de Neukomm qu'il pourra visiter différents facteurs dans différentes villes allemandes et jusqu'à Londres durant l'automne 1844. J'ouvre une parenthèse ici pour souligner l'importance de cette relation entre des compositeurs et des facteurs d'orgue à une époque où la facture d'orgue, où la facture instrumentale en général n'est pas fixée, n'est pas encore une industrie, où chaque instrument répond à un projet particulier et où les facteurs et instrumentistes
concourent à l'édification des instruments. Et ça, je crois que c'est un point très important à prendre en considération quand on parle d'instruments anciens. C'est ce lien que des facteurs ont pu entretenir avec des compositeurs. Le facteur répond aussi à des impressions, des conseils d'un interprète, et ce sont ces deux, à la fois celui qui fait et celui qui joue, qui donnent le son, qui font le son d'un instrument. Neukomm avait d'ailleurs participé à la composition de l'orgue de l'église des Billettes. Est-ce qu'il participa à celui de Dreux? On ne sait pas, mais on peut effectivement le supposer. Ce que l'on sait, c'est qu'il est présent les 5, 6, 7 juillet 1845 avec le comte de Montalivet au moment de la livraison de l'orgue. Orgue qui est joué aussi à cette occasion par une organiste, une certaine Marina Dennen, qui est une des nièces d'un aumônier de la Chapelle Royale, Pierre-Joseph Dennen, qui est mieux connu qu'elle. Il y a encore des éléments à trouver sur cette jeune organiste qui est néanmoins gagée, dont trouve trace de rétribution dans les archives, mais qui est encore nimbée de mystère. En tout cas, l'orgue est livré donc en juillet 1845. Un an de travaux sépare le début des travaux, justement, l'acceptation du devis, signé le 6 juillet 1844, et son achèvement, donc, un an plus tard. Un orgue qui devait donc compter, selon le devis qui est reproduit dans l'ouvrage de M. de Crète, un orgue qui devait donc compter 3 claviers, 2 claviers à main et un clavier de pédale. Les 2 claviers à main auront 4 octaves et demie d'étendue, d'ut à fa, soit 54 notes ou touches, une étendue qui est similaire à l'orgue de Saint-Denis, et un clavier de pédale qui ira, lui, d'ut à ut, donc 25 touches, une dimension du point de vue des claviers qui est donc similaire à la commande de Saint-Denis. Donc je vous montre ici la composition de 1845 qui va évoluer, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, qui va évoluer au fil du temps, mais c'est donc une forêt de quelques 1022 tuyaux qui occupent donc cet orgue dans son état initial. L'orgue donc est livré en début juillet 1945. Dès le 20 juin, donc quelques jours avant, Cavaillé-Coll s'était déplacé à Dreux pour une dernière tournée d'inspection. L'orgue avait été monté notamment par son ouvrier Parisot. Et puis, dès le 12 août 1845, il va y apporter quelques modifications. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Je vous renvoie à l'ouvrage de M. de Crète. Tout ça est documenté. Mais donc, après inauguration, après vraiment sans doute avoir entendu l'orgue sonner dans la chapelle, il y a déjà eu des petits travaux d'amélioration, entre guillemets, apportés à l'instrument. L'orgue, comme on l'a dit et comme l'a dit Anne Dion tout à l'heure, est installé dans une tribune à 7 mètres au-dessus du sol, dans un buffet commandé donc à Alphonse Jacob. Ces quelques 1022 tuyaux sont contenus donc dans un buffet de 4,60 mètres de largeur en bois de chêne, hormis 4 panneaux vitrés qui se trouvent à l'arrière. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la tribune, elle, fait seulement 6 mètres par 3, donc un espace extrêmement contraint dont Cavaillé-Coll va devoir jouer. La base du buffet reprend le motif de frise en pierre sculptée, qui délimite le départ de la voûte, donc un buffet qui s'inscrit, comme l'a dit tout à l'heure Anne Dion, parfaitement dans l'architecture et le décor sculpté. La façade présente 3 tourelles, vous les voyez, de 7 tuyaux qui sont tous parlants et de 2 faces plates. C'est comme cela que l'on appelle ces tuyaux que l'on voit, de 10 tuyaux dont la majorité sont des chanoines, c'est-à-dire des tuyaux qui ne sont pas parlants, mais donc des tuyaux factices. Il y a quelques tuyaux qui parlent, qui sont devant vous, mais les autres sont de simples décors.
Ce buffet abrite encore sur une profondeur de 2,20 m 3 sommiers. Alors j'ai mis ici, je dois encore ma dette à Didier Decrètre. J'ai pris quelques photos, j'ai eu le plaisir de monter à la tribune hier, mais mes photos ne sont absolument pas exploitables. Donc j'ai scanné les images qui sont dans son ouvrage. Donc vous voyez ici le plan de coupe de l'orgue. Qui possède donc 3 sommiers de grand orgue et ceux de la pédale disposés latéralement de chaque côté et qui sont séparés de la montre par un étroit passage, vous le voyez à la gauche de l'image, un étroit passage prévu pour accorder, pour vraiment rentrer dans l'instrument. Et effectivement, je peux témoigner que c'est un étroit, très étroit passage et que l'espace est extrêmement exigu. Le sommier de récit, quant à lui, est disposé à l'arrière du centre du buffet, à l'aplomb de la console. Vous voyez le banc sur lequel est assis l'organiste et au-dessus, il a donc le récit au-dessus de la tête. La console est dite à fenêtre, c'est-à-dire qu'elle est intégrée dans le soubassement du buffet principal, en opposition à ce qu'on appelle les consoles retournées, c'est-à-dire où le clavier est retourné, l'organiste joue dos à l'instrument. C'est le cas notamment à Royaumont. Donc le buffet, le récit sert de plafond au petit cabinet où se tient l'organiste, qui joue donc dos au mur et qui n'a aucun contact visuel avec la chapelle, avec ce qui se passe dans la chapelle. Et M. Decrètre peut témoigner de la difficulté au moment des offices de pouvoir avoir une connexion entre ce qui se passe 7 mètres plus bas et l'organiste qui est derrière sa forêt de tuyaux. Le métier d'organiste est vraiment un métier extrêmement complexe. Donc la mécanique est de type suspendu. Je ne rentre pas dans ces détails techniques qui nous perdraient peut-être. En tout cas, c'est une très belle mécanique préservée que vous pouvez voir et entendre dans l'instrument. L'orgue donc, de la chapelle de Dreux appartient à ce que les spécialistes de la facture Cavaillé-Coll appellent sa première période. Ces orgues sont en effet l'œuvre d'un jeune homme de 34 ans, dont la physionomie devait se rapprocher du portrait qu'en avait tiré François Grenier en 1824, plutôt que de ces portraits photographiques qui datent des années de maturité ou de première vieillesse de Cavaillé-Coll et qui le montrent toujours un peu plus sévère. En tout cas, au moment où il entreprend son voyage en Allemagne, Guizot lui délivre un passeport dans lequel il est signalé comme mesurant 1,69 m, ayant des cheveux bruns et des yeux gris. En 1844, Cavaillé avait déjà témoigné d'un style propre, mais toujours attaché à une certaine tradition classique héritée de son père. On relève par exemple plusieurs réminiscences dans l'orgue de Dreux d'instruments de Clicquot, dont des jeux de doublettes et de montres qui semblent taillés sur les modèles de l'instrument Clicquot de la cathédrale de Poitiers. On sent l'influence aussi du travail théorique de Clicquot, d'éléments qu'il avait pu tirer du traité non achevé de Clicquot, mais sur sa théorie pratique de la facture d'orgue et qui est davantage consacré au jeu d'anche et que Cavaillé-Coll maîtrisait parfaitement. D'ailleurs, le jeu de corps d'harmonie qui est présent à Dreux est le seul exemple que nous pouvons entendre, puisque un tel jeu avait été monté à Saint-Denis, mais a été enlevé depuis. Donc des influences de l'orgue classique français qui se retrouvent dans l'orgue de Dreux, certainement, mais aussi des influences étrangères que Cavaillé a puisées lors de son voyage en Allemagne de 1944 et directement réintégrées dans l'instrument de Dreux, notamment à travers la commande des basses de la montre et des premières octaves du salitionnal, de la flûte harmonique, disposée en façade par un système de sommier à piston, une fameuse invention que Cavaillé-Coll avait pu observer lors de son voyage en Allemagne chez les facteurs Walker à Ludwigsburg ou chez son élève Haas, et qu'il va intégrer à Dreux, un système de sommier à piston extrêmement complexe à régler et qui, là encore, pose avec lequel M. Decrètre
doit composer. Quant au remplacement de la voix humaine, initialement prévu dans le clavier du grand ordre par un jeu d'éoline à hanches libres, eh bien, sans doute, c'est une inspiration qui lui avait été donnée au moment où il observait à la cathédrale de Zurich. Donc, c'est un jeu de voix humaine à hanches libres qu'il considérait comme un travail admirable. Donc, l'orgue de Dreux est donc d'inspiration classique. Il est aussi ouvert sur des influences étrangères, mais aussi il témoigne véritablement des inventions du génial ingénieur organier qu'est Aristide Cavaillé-Coll. On pense à ces flûtes harmoniques dont il tira tant de fierté. Les couleurs instrumentales, l'esthétique de l'orgue de la chapelle royale de Dreux correspond fort bien à la description générale que l'on se faisait des instruments Cavaillé-Coll en 1849. Je ne lis pas forcément la longue citation que j'affiche, mais qui reprend aussi des éléments qu'on a déjà pu observer. Cavaillé a sans doute aussi joué avec l'acoustique de la chapelle. Hier, j'ai été frappé, personnellement, par une acoustique assez sèche dans la chapelle, quand on était plusieurs à se promener dans l'édifice, et pas un édifice très, très résonnant. Et sans doute a-t-il joué aussi avec cette acoustique. Sans doute avait-il en tête le projet d'installer un orgue dans une nécropole royale, un lieu à la fois de recueillement et empreint de majesté, ce qui se retrouve dans la composition de l'orgue, dans son esthétique sonore, qui offre une impression effectivement de majesté, ces anges d'une grande netteté, et en même temps d'une plénitude recueillie qui est produite par les jeux de fond. Mais l'orgue de la chapelle royale révèle aussi sans doute une personnalité propre, comme toutes les orgues de Cavaillé, une personnalité propre assez indéfinissable et sans doute qui témoigne donc de l'intelligence du lieu qu'avait Cavaillé quand il installait un instrument. À ces registres assez inhabituels, la voix angélique ou la voix céleste gambée que Cavaillé installe pour la première fois dans un instrument ici à Dreux. Donc des sonorités assez tranchantes, sans se faire agressif, qui concourent à l'équilibre très soigné de l'instrument. Les plans sonores obtenus entre le premier clavier et ceux du récit sont aussi remarquables. Cavaillé y a prêté une attention particulière et qui aboutit à une distinction des timbres en même temps qu'un fondu sonore, modèle d'équilibre, de plénitude, de pureté harmonique, qui dut plaire aussi à Neukomm s'il n'avait pas participé à la composition de l'orgue, lui qui s'élevait contre ces jeux de mutation, de mixture. Je rejette tous ces jeux qui n'ont d'autre but que de produire ce qui est convenu de nommer des effets et qui composent les horribles registres de mixture, de cymbales, de cornets, de fournitures, de plein jeu. C'est du bruit et du bruit. À Dreux, nous n'avons pas de bruit. L'absence effectivement de cornets, de plein jeu, de mutation, la présence de seulement 2 jeux de 4 pieds, de 1-2 pieds, mais aussi une abondance, vous le voyez, de jeux de 8 pieds, donne à l'orgue de la chapelle royale sans doute une patte sonore abondante, ronde, moelleuse, avec lequel l'organiste peut jouer et qui ne manqua pas de surprendre autant que de plaire les premiers auditeurs qui assistèrent à l'inauguration officielle de l'instrument le 13 juillet 1845 lors des cérémonies funèbres pour l'anniversaire de la disparition du duc d'Orléans. La cérémonie funèbre de l'anniversaire donc de Monseigneur le duc d'Orléans a été célébrée cette année avec accompagnement d'orgue, première fois que l'orgue résonne dans l'édifice. Cet instrument construit par M. Cavaillé-Coll a été inauguré pour cette circonstance et a produit une vive impression sur la Royale Assemblée. Il a été touché par le chevalier Neukomm, c'est dire assez que l'orgue a été entendu dans toutes ses combinaisons sonores, rehaussées par les savantes improvisations de cet illustre maître qui a su toujours associer son inspiration musicale à la pensée religieuse. Pendant le cours de cette douloureuse cérémonie, on a surtout remarqué les sons d'une pureté et d'une suavité parfaite. On eût cru pendant l'élévation que la voix des anges se faisait entendre en sublimes accords dans la voûte céleste, tant les sons plaintifs et lointains de l'instrument saisissaient l'âme et la pénétraient d'une sainte ferveur. Le lendemain, dimanche, à la grand-messe et au vêpres, l'orgue a pu déployer toutes ses ressources. À voir la petite dimension du buffet, en harmonie avec les proportions de la chapelle royale, on est surpris de l'imposante sonorité de l'instrument. Le roi est monté lui-même à la tribune pour visiter l'instrument et a témoigné de sa satisfaction à M. Aristide Cavaillé-Coll, qui lui en a expliqué le mécanisme.
Donc on peut croire que cette vive impression que l'orgue avait provoquée sur le journaliste du commerce fut unanimement partagée, et c'est donc pour la première fois que le son d'un instrument résonnait sous les voûtes de l'édifice dans une circonstance propice au recueillement et à l'élévation. Alors bien sûr, l'histoire de l'orgue de la chapelle royale de Dreux ne s'arrête pas au jour de son inauguration, qui en constitue plutôt le seuil. Sa disposition a suivi le cours des orientations de Cavaillé-Coll qu'il donnait à ses instruments, et ainsi les améliorations entre guillemets qu'il a pu apporter jusqu'en 1875, si elles recherchèrent à élargir la diversité et à diversifier la palette sonore de l'instrument, elles ne dénaturèrent pas l'idée première de l'organier. Je reviens à l'idée que j'exprimais tout à l'heure. Dès 1855, il est demandé des réparations sur l'instrument, puisqu'il avait subi beaucoup de dégradations pendant les travaux. Il avait été très empoussiéré, et on demande un relevage de l'instrument. Et plus qu'un relevage, on constate que l'instrument a subi les attaques de l'humidité, les calorifères aussi, qui ne font pas forcément du bien à l'instrument. Donc un instrument qui a subi, en quelque sorte, les aléas du chantier. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de croiser les différentes phases de travaux dans la chapelle. Un instrument, donc, comme cela, demande dès sa confection beaucoup de soins et demande à être entretenu, restauré. Je sais que l'instrument a été largement restauré en 1984, relevé récemment en 2017, et profite donc des soins que lui apporte son organiste titulaire. Et cela, c'est une très bonne chose pour les instruments que d'être joué, puisqu'un instrument qui ne joue pas se détériore. Aujourd'hui, on souffre peut-être moins de l'humidité dans la chapelle que de la sécheresse, et les temps que nous vivons sont durs pour les orgues. Il faut que l'organiste monte aussi des seaux d'eau à 7 mètres du sol pour entretenir l'instrument. En tout cas, nous avons la chance d'entendre l'instrument dans un état historique aujourd'hui, grâce aux bons soins qui lui a été apporté, et qui témoigne donc de l'idéal sonore recherché par l'organier. L'instrument de la chapelle royale de Dreux constitue donc un jalon essentiel dans l'œuvre de Cavaillé-Coll, autant qu'il est inscrit dans l'histoire de l'édifice qu'il abrite, en remplissant une triple fonction, une fonction à la fois utilitaire, le service des offices, une fonction esthétique, mais aussi spirituelle. Je vous remercie de votre attention. J'ajouterais que le duc d'Aumale, dans la chapelle Saint-Louis de Chantilly, avait également prévu un orgue. La tribune existe, elle est également fort étroite, encore plus qu'à Dreux, et l'orgue a été commandé, et puis finalement il a été donné par le prince, il n'a jamais mis en place. Mais j'invite M. Vernet, qui appartient à la Fondation Royaumont, à venir en savoir plus dans nos archives. J'y manquerai pas.